Le 5 septembre 1981, dans la petite commune de Saint-Cyr-la-Forêt, en région Centre-Val de Loire, la famille Fournier se préparait à célébrer l'anniversaire des triplés. Élise, Antoine et Maxime. Âgés de 7 ans, les enfants s'étaient réveillés tôt, surexcités à l'idée de souffler leurs bougies et de recevoir leurs cadeaux. La mère, Claire, avait tout décoré dans le jardin. Guirlandes en papier, table à gâteaux, ballons colorés. Le père, Luc, pompier volontaire, avait dû partir brièvement pour un appel d'urgence, mais avait promis de revenir avant midi. À 11h13, alors que Claire finissait de placer les verres en plastique sur la table, un silence étrange s'installa. Les enfants, qui jouaient à cache-cache derrière la grange, ne répondaient plus. Elle les appela 1 fois, 2 fois, puis se mit à courir dans le jardin. Aucune trace. Elle fit le tour de la maison, hurla leurs prénoms dans le bois voisin, frappa chez les voisins. Rien. Pas une empreinte, pas un cri, pas un bruit. En moins de 5 minutes, les triplés s'étaient évaporés, comme avalés par l'air. La police arriva en début d'après-midi, et le village entier fut mobilisé. Des battues furent organisées, des hélicoptères survolèrent les champs, des plongeurs fouillèrent l'étang. Aucun vêtement, aucun jouet, aucun signe de lutte. C'était comme s'ils n'étaient jamais sortis jouer. Les jours devinrent des semaines, puis des années. Le père, brisé, sombra dans le silence. Claire, elle, refusa de quitter la maison. Chaque année, elle dressait la même table, accrochait les mêmes guirlandes, espérant que ses enfants reviennent. En 1993, 12 ans après la disparition, alors qu'elle faisait réparer une vieille commode dans le grenier, elle tomba sur une boîte en fer rouillée qu'elle ne reconnaissait pas. À l'intérieur, 3 carnets d'écoliers couverts de poussière. Sur la couverture, écrit en majuscules tremblantes, Élise, 1984, Antoine, 1985, Maxime, 1986. Comment ces carnets, datés d'années où les enfants étaient censés avoir disparu, avaient-ils pu se retrouver là, sans que personne ne les y ait mis? Et surtout, pourquoi le contenu allait bouleverser à jamais tout ce que Claire croyait savoir sur cette journée de 1981? Depuis quelle ville et pays écoutez-vous cette histoire? Dites-le nous en commentaire, car parfois, ce sont les silences les plus anciens qui finissent par parler. Les carnets semblaient rédigés par des enfants, mais pas par des enfants de 7 ans. Les phrases étaient construites, les fautes rares. Chaque page racontait des journées rythmées par des sons métalliques, des lumières blanches, qui clignotent comme des orages, et un endroit que tous les 3 nommaient simplement le dessous. Claire tourna les pages en tremblant. Antoine parlait d'un homme qui ne parle pas, mais qui montre avec la tête. Élise décrivait les autres enfants qui pleurent, mais qu'on ne voit jamais. Et Maxime écrivait que, chaque matin, il faut dessiner la même chose pour rester ici. En bas de presque chaque page, une étrange consigne était recopiée à la main. N'oublie pas qui tu es. N'écris rien de plus que ce qu'ils autorisent. Claire montra les carnets à la police. Ils furent placés sous scellé. Mais quelques jours plus tard, elle reçut un appel anonyme. Une voix grave, précipitée, dit simplement « Ils ne veulent pas que vous compreniez. Fermez cette boîte. » Puis la ligne coupa. Peu après, elle découvrit que l'étagère du grenier avait été déplacée. Le soir même, la serrure de sa porte arrière était forcée. Sans vol, sans bruit. Un ancien inspecteur à la retraite, Maurice Delaunay, entendit parler de l'affaire. Il avait suivi la disparition en 1981 et avait gardé certains dossiers non classifiés. Lorsqu'il vit les carnets, il blêmit. Sur l'une des pages, Maxime avait dessiné un symbole. 3 cercles imbriqués autour d'un œil. Maurice sortit une vieille photo de l'époque. Ce même symbole était gravé sur un arbre, près de la zone de disparition, mais jamais identifié. « Ce n'est pas un hasard », murmura-t-il. « Ce signe, je l'ai vu ailleurs. Toujours dans des affaires où les enfants partent, mais ne reviennent jamais de la même façon. » Claire, poussée par un mélange d'horreur et d'espoir, retourna dans la grange où ses enfants avaient joué pour la dernière fois. Le sol était resté dur, sec, inchangé.
Mais en s'approchant d'une des pierres qui bordaient la fondation, elle vit quelque chose. Un petit objet, à moitié enfoui. C'était une dent de lait, enroulée dans un morceau de tissu rouge. À l'intérieur, cousue avec un fil très fin, une étiquette brodée. Maxime. Ce soir-là, Claire ne dormit pas. Elle resta assise dans la chambre des enfants, intacte depuis 1981. Les lits jumeaux, les peluches alignées, les dessins encadrés sur les murs. Tout était figé comme dans une photographie d'un autre temps. Elle posa la dent enveloppée dans son tissu sur la table de chevet, juste à côté d'un vieux Walkman bleu. En l'ouvrant machinalement, elle découvrit qu'il contenait une cassette vierge sur laquelle elle n'avait jamais rien enregistré. Pourtant, quand elle appuya sur lecture, une voix d'enfant se fit entendre, faible mais distincte. « Maman, on est là, mais pas au bon endroit. » Elle lâcha l'appareil, glacée. La voix continuait quelques secondes, avant qu'un son aigu ne brouille tout. Claire alerta immédiatement l'ancien inspecteur Delaunay, qui fit analyser la bande. Le laboratoire confirma que l'enregistrement n'était pas récent, et que la voix ne provenait pas d'une source connue. Plus troublante encore, une autre voix, presque imperceptible, murmurait à la fin de l'enregistrement « Elle ouvre trop de portes. Il faut refermer. » Les jours suivants, Claire commença à remarquer des choses étranges. Des objets déplacés dans la maison. Des notes griffonnées sur le miroir de la salle de bain qui disparaissaient dès qu'on les essuyait. Elle crut voir une silhouette d'enfant passer dans le couloir, mais chaque fois qu'elle regardait, il n'y avait rien. Une nuit, elle entendit la boîte à musique des triplés se mettre en marche toute seule. Elle descendit et la trouva ouverte, jouant sa mélodie. À l'intérieur, 3 petits papiers, pliés, identiques à ceux qu'elle glissait autrefois dans leur cartable. Chaque message disait la même chose. « N'oublie pas, on t'écoute encore. » Désemparée, mais incapable d'abandonner, Claire retourna voir l'inspecteur Delaunay. Ensemble, ils décidèrent de consulter un linguiste spécialisé dans les écritures cryptées. En analysant certains mots récurrents dans les carnets, il affirma que les enfants utilisaient un code basé sur les sons et les rythmes, comme s'ils avaient appris un langage différent. Selon lui, ce n'étaient pas de simples journaux, mais des messages dissimulés, et l'un d'eux semblait indiquer un lieu bien précis, non loin de là. Le gouffre de la Roche Tremblante, une formation rocheuse entourée de légendes anciennes, évoquant des disparitions, et le monde en dessous du monde. Claire sentit alors que la vérité n'était plus si loin, mais qu'elle aurait un prix. Le 12 octobre 1993, Claire et Delaunay se rendirent au gouffre de la Roche Tremblante, accompagnés discrètement par un géologue local. Le site était depuis longtemps fermé au public à cause d'un effondrement partiel, mais l'ancien sentier boisé y menait encore. Arrivés à l'entrée du gouffre, Claire sentit immédiatement une sensation de déjà-vu. Les arbres semblaient identiques à ceux qu'elle voyait dans les dessins d'Élise. Silhouettes déformées, branches torsadées. Sur l'une d'elles, gravé à hauteur d'enfant, un mot en lettres hésitantes. « Trouve ». La lumière déclinait, mais ils descendirent malgré tout. Le sol devenait instable, la roche humide et glissante. Soudain, une cavité étroite s'ouvrit à droite, comme une gueule oubliée. Le géologue refusa d'entrer, mais Claire et Delaunay rampèrent à l'intérieur. Quelques mètres plus loin, ils débouchèrent dans une petite salle naturelle, basse de plafond. L'air y était froid, comme figé. Sur le sol, des marques circulaires, tracées à la craie ou à l'os. Et, au centre, un objet que Claire reconnut instantanément. La chaussure bleue d'Antoine, avec ses lacets jaunes. Elle s'approcha, tremblante, et vit que quelque chose était inscrit sur la semelle, gravé avec une pointe métallique. 12 ans, 4 mois, 6 jours, toujours là. Delaunay prit des photos, mais son appareil s'éteignit subitement. Ils remontèrent précipitamment. En sortant, le ciel semblait plus sombre que lorsqu'ils étaient entrés. La montre de Claire indiquait 21h17. Pourtant, ils n'étaient descendus que 30 minutes plus tôt. Les jours suivants, Claire ne cessait de revoir les symboles au sol.
elle les dessinait sans le vouloir, sur les nappes, les murs, même sur sa peau. La nuit, elle rêvait de tunnels, d'enfants alignés, silencieux, chacun portant un masque blanc sans bouche, et d'un murmure récurrent. Le bon moment approche. Puis elle reçut une lettre. Aucune adresse, aucune trace de l'expéditeur. À l'intérieur, une photo Polaroid, jaunie, montrant 3 enfants de dos, dans une pièce sombre. Ils portaient des vêtements anciens, mais le cartable rose d'Élise était reconnaissable. Au dos, un mot griffonné. Ils ont grandi sans vieillir. Claire garda la photo près d'elle, incapable de détourner le regard. Chaque nuit, elle l'observait sous différentes lumières, espérant déceler un indice, un reflet, un mouvement, un détail. Une nuit, alors que la lampe de chevet vacillait étrangement, elle vit, pour la première fois, le contour d'un 4e enfant dans un coin sombre de l'image. Il semblait penché, comme s'il observait les triplés de loin. Aucun visage visible. Seulement une silhouette longue, mince, vêtue de noir. Au matin, la forme avait disparu de la photo. Désespérée mais déterminée, Claire contacta un ancien spécialiste des phénomènes inexpliqués, le professeur Henri Lesage, retraité, autrefois consultant pour la gendarmerie sur des cas jugés hors procédure. À la vue de la photo et des carnets, son expression changea. Il parla d'un schéma déjà observé. Des enfants liés par naissance, jumeaux, triplés, tous porteurs d'un lien miroir pouvant, selon certaines théories ésotériques, ouvrir des portes entre les couches de réalité. Il cita un cas similaire survenu en 1964 en Autriche, classé non résolu. Le dossier portait la mention « Conscience partagée, risque d'interférence dimensionnelle ». Claire écoutait sans comprendre totalement, mais son instinct de mère lui criait que quelque chose de fondamental lui échappait. Lesage accepta de l'aider. Ensemble, ils reconstituèrent la dernière semaine avant la disparition, heure par heure, en recoupant témoignages, relevés météorologiques et anciens enregistrements sonores. Une anomalie apparut, une fréquence enregistrée par la radio locale à l'heure exacte de la disparition. Inaudible pour l'oreille humaine, mais captée par les appareils de l'époque. Cette fréquence, une fois isolée, ressemblait à un battement ou à une respiration. Claire, en l'écoutant, s'effondra en larmes. Elle avait entendu ce son avant, quand elle portait les triplés. C'était le rythme exact de leur cœur, enregistré par l'échographe à la maternité. Impossible, mais réel. Lesage parla alors d'un ancrage vibratoire. Il pensait que les enfants n'étaient pas morts, mais retirés, retenus quelque part où le temps ne s'écoulait pas de la même manière. Et si Claire ressentait encore leur présence, c'est parce que ce lien n'avait jamais été brisé. Motivée par cette hypothèse troublante, Claire accepta de participer à une expérience orchestrée par le professeur Lesage. Il proposa une méthode controversée, jamais testée, une immersion sensorielle totale, visant à recréer le dernier souvenir partagé avec ses enfants à travers sons, odeurs et objets familiers. Le dispositif fut installé dans l'ancienne chambre des triplés, restée intacte depuis 1981. On y plaça les carnets, les dessins, la boîte à musique, les vêtements et même le Walkman contenant la cassette étrange. La séance commença à la tombée de la nuit. Claire fut plongée dans un état semi-hypnotique, guidée par la voix de Lesage. Très vite, ses battements cardiaques s'accélérèrent. Elle murmura des noms, des lieux, des chiffres. Puis, soudainement, elle se mit à parler avec la voix d'un enfant. Une voix aiguë, hésitante. « On ne peut pas revenir. Pas encore. Pas si maman sait. » Les capteurs enregistrèrent un pic magnétique au moment exact de cette phrase. Lesage fit tout arrêter. Claire, en sueur, semblait incapable de se souvenir de quoi que ce soit. Pourtant, en se changeant, elle découvrit un objet dans la poche de son vieux gilet, une toupie en bois gravé, que Maxime avait reçue pour Noël 1981 et qu'on croyait perdue. Comment était-elle réapparue? Personne ne pouvait l'expliquer. Les jours suivants,
Claire fit des rêves d'une intensité inhabituelle. Elle se voyait dans un long couloir sombre, où résonnaient des rires étouffés. Au bout, une porte blanche. Derrière elle, des voix « Maman, c'est encore trop tôt !» Chaque matin, en se réveillant, elle trouvait sur sa table de nuit des symboles dessinés à la craie, les mêmes cercles imbriqués que Maxime dessinait dans son carnet. Un matin, la sonnette retentit. Aucun facteur, aucun voisin. Juste un colis déposé devant la porte. À l'intérieur, soigneusement plié, un dessin représentant 3 enfants tenant la main d'une silhouette floue, avec en bas une date, 5 septembre 2023, soit exactement 42 ans après leur disparition. Claire comprit alors qu'elle n'était plus seule à chercher. Quelque chose, ou quelqu'un, l'attendait encore. Le dessin, daté du 5 septembre 2023, devint pour Claire une obsession. Qui l'avait déposé? Comment savait-on la date précise? Pourquoi cette silhouette floue, toujours présente, semblait-elle tenir la main de ses enfants? Avec l'aide de Lesage, elle fit analyser le papier. Les résultats furent déconcertants. Le pigment utilisé provenait d'un type de craie scolaire discontinué en 1982, introuvable depuis. Plus étrange encore, le papier lui-même montrait un vieillissement anormal, comme s'il avait été conservé dans un lieu hors du temps. Peu après, Claire reçut un appel d'un ancien camarade de classe des triplés, aujourd'hui adulte. Il s'appelait Samuel Brard et disait avoir vécu toute sa vie avec un souvenir obsédant, celui d'avoir vu, ce jour-là en 1981, une camionnette bleue sans plaque, stationnée près de l'école, dont les vitres étaient recouvertes de papier journal. Selon lui, un homme en est sorti, vêtu d'un manteau long, tenant une montre à gousset, mais sans aiguille. Lorsqu'il raconta cela à ses parents à l'époque, personne ne le crut. Ce détail sembla réveiller quelque chose en Claire. Dans le carnet d'Antoine, une page dessinait une montre, sans aiguille. Le professeur Lesage commença à établir un lien entre les objets récurrents, montres, symboles, portes, et les mécanismes décrits dans certains manuscrits oubliés sur les zones d'interférence. Il pensait que la disparition des triplés avait eu lieu dans une faille de réalité ponctuelle, causée par une convergence d'éléments encore inconnus, mais réactivables sous certaines conditions. Le 5 septembre 2023 semblait être une de ces fenêtres. Claire décida alors de retourner à l'endroit d'origine, la grange familiale, là où les enfants avaient été vus pour la dernière fois. Elle y apporta tous les objets retrouvés, la chaussure, la dent, les carnets, la toupie, le Walkman et le dessin. Elle installa tout au centre de la pièce, en cercle. Puis elle attendit. À minuit pile, la boîte à musique s'ouvrit toute seule. La lumière clignota. Un courant d'air froid passa, faisant tomber un des carnets ouverts sur une page blanche. Sauf pour une phrase qui se mit à apparaître lentement, comme si écrite par une main invisible. « Si tu restes ici, nous reviendrons. Mais pas seul. » Face à ce message inscrit sous ses yeux, Claire sentit un vertige l'envahir. Elle voulut reculer, mais ses jambes restaient figées, comme ancrées dans le sol de la grange. Le silence était total, coupé uniquement par le tic-tac lent et sourd d'un objet qu'elle ne voyait pas. Jusqu'à ce qu'elle remarque une montre à gousset posée dans un coin de la pièce. Elle n'était pas là quelques secondes plus tôt. C'était la même que celle décrite par Samuel Brard, sans aiguille, avec un dos gravé d'un motif qu'elle reconnut immédiatement. 3 cercles autour d'un œil ouvert. Alors qu'elle s'en approchait, une odeur familière se répandit, celle de la lavande séchée, qu'elle utilisait autrefois dans les tiroirs de ses enfants. Puis, lentement, les lattes du plancher se mirent à vibrer. Claire tomba à genoux, plaçant ses mains à plat. Elle entendait des pas, légers, synchronisés, comme si plusieurs enfants marchaient juste en dessous. Et puis une voix, claire, douce, mais brisée par les années. « Maman, ouvre la porte. » Claire comprit qu'elle n'était pas venue seule dans cette grange. Quelque chose l'avait suivie, ou attendait depuis longtemps qu'elle revienne. Les objets du cercle commencèrent à s'agiter. La toupie tournait toute seule,
le Walkman s'ouvrit, laissant tomber la cassette, et les carnets se feuilletaient, comme poussés par un vent inexistant. Sur la table, la photo des triplés se retourna brusquement, révélant un nouveau mot au dos, écrit en lettres rouges, « Choisi ». Le professeur Lesage, qui attendait à l'extérieur, raconta plus tard qu'il avait vu la lumière intérieure changer de couleur, d'un blanc bleuté à un rouge sourd, presque liquide. Il n'entra pas. Il disait avoir entendu des rires d'enfants suivis d'un seul cri, étouffé. Puis, plus rien. Quand il pénétra enfin dans la grange, elle était vide. Le cercle d'objets restait intact, sauf qu'au centre, la montre avait disparu. Et à la place, une simple feuille pliée, avec un seul mot. Bientôt. Depuis cette nuit-là, Claire n'a plus été revue. Mais chaque année, à la même date, la boîte à musique des triplés se remet à jouer, seule, à minuit. Et à Saint-Cyr-la-Forêt, certains disent encore apercevoir, dans les champs brumeux, 3 silhouettes d'enfants marchant main dans la main, suivies d'une 4e, plus grande, plus floue, mais toujours là. En janvier 2024, un promeneur du nom de Julien Rameau, amateur de randonnée nocturne, s'aventura dans la forêt voisine de Saint-Cyr-la-Forêt. Il connaissait les rumeurs, bien sûr, tout le monde en parlait depuis l'époque, mais il n'y croyait guère. Ce soir-là, il suivait une vieille carte IGN, curieux de trouver les vestiges d'un ancien abri de chasse. Ce qu'il trouva, cependant, n'était marqué sur aucun plan. Un sentier effacé, bordé de branches tordues et de buissons brûlés à la base, comme calcinés de l'intérieur. Intrigué, il s'y engagea. Le chemin semblait l'attirer. Plus il avançait, plus le silence s'épaississait, au point qu'il n'entendait même plus le bruit de ses propres pas. Puis il arriva dans une petite clairière parfaitement circulaire, au centre de laquelle se trouvait la montre à gousset, celle sans aiguille, posée sur une pierre plate. Lorsqu'il la toucha, un souffle froid traversa l'air. Son téléphone s'éteignit d'un coup. Et puis, dans les fourrés, il vit quelque chose. 3 silhouettes, petites, immobiles, de dos, vêtues d'habits anciens. Et l'une d'elles, la plus petite, tenait une toupie rouge dans la main. Il appela, s'approcha, mais dès qu'il fit un pas de plus, tout disparut, comme effacé. Seule la montre restait. Et, sous celle-ci, un message gravé dans la pierre. Quand le temps n'existe plus, ils reviennent. Julien rapporta l'histoire à la mairie, mais on le traita de fou. Quelques jours plus tard, son témoignage circula sur un forum spécialisé en phénomènes inexpliqués. L'affaire fut relancée. Des internautes creusèrent, retrouvèrent des archives, des morceaux de journaux déchirés, et même une ancienne bande radio de la gendarmerie, datée de 1981, jamais rendue publique. On y entend une voix paniquée crier « On ne les retrouve pas! Le temps ne répond plus !» Depuis, plusieurs visiteurs ont rapporté des expériences similaires dans la région. Disparition de montres, perte de repères temporels, sensation de rentrer dans un souvenir qui ne leur appartenait pas. Et aujourd'hui, plus de 40 ans après la disparition des triplés Fournier, le mystère continue d'évoluer. Ce n'est plus un simple fait divers, mais un phénomène vivant, un battement ancien qui continue de vibrer à travers le sol, les objets, et la mémoire d'une mère prête à franchir toutes les frontières, même celles du réel, pour revoir ses enfants. Les dernières traces officielles de Claire Fournier s'arrêtent en 2024. Ni disparue, ni déclarée morte, son dossier porte simplement la mention « partie volontairement ». Pourtant, sa maison est restée intacte. À l'intérieur, rien n'a été déplacé, sauf un détail que l'inspecteur Delaunay remarqua lors de sa dernière visite. Les 3 lits des triplés étaient désormais faits, soigneusement, comme si quelqu'un y dormait encore. Et sur chacun, une photo d'enfance posée sur l'oreiller, accompagnée d'un objet personnel. La chaussure d'Antoine, la toupie de Maxime et un bracelet en perles d'Élise. Mais le plus étrange se trouvait sur la table du salon. Un carnet, neuf, ouvert à la première page. En lettres nettes et droites, une phrase « Nous sommes revenus, pas par le même chemin ». Personne ne sait qui l'a écrit.
L'écriture ne correspond à aucun des enfants, ni à Claire. Certains pensent que c'est une mise en scène, une élucubration. D'autres, en revanche, y voient la preuve ultime que les triplés ne sont jamais partis, ou qu'ils sont revenus d'un endroit dont on ne parle pas. Depuis cette dernière apparition, des anomalies continuent à hanter la commune. Une enseignante affirme que son tableau affiche parfois des prénoms d'élèves qu'elle n'a jamais eus, toujours les mêmes: Élise, Antoine, Maxime. D'autres habitants racontent avoir entendu, en pleine nuit, des bruits de pas précipités sur les vieux parquets de la grange, ou vu des ombres d'enfants courir entre les haies, riant à voix basse. Et dans la forêt, chaque année, à la date anniversaire de leur disparition, la montre sans aiguille réapparaît, toujours à la même heure, toujours au même endroit, comme un rappel, comme une invitation. Car il y a des liens que le temps ne rompt pas, des silences qui parlent plus fort que les mots, et des mères, comme Claire Fournier, capables de braver l'impossible, simplement pour entendre une dernière fois « Maman, on est rentré !»